La surface de la Terre paraît calme vue d'en haut, comme si elle était un corps immobile tournant lentement dans le vide. Mais sous cette peau fragile, la planète palpite, tremble et se régénère sans relâche. La croûte sur laquelle nous marchons n'est qu'une fine coquille flottant sur un océan de roches en fusion, et cette couche solide se déplace, se brise, s'enfonce et remonte à la surface, tel un poumon qui respire depuis des milliards d'années. Chaque seconde, des montagnes s'élèvent, des océans s'étendent, et des continents entiers glissent dans des directions opposées, poussés par une force invisible venue des profondeurs. Rien ici n'est permanent. Rien de ce que l'homme a bâti ne résistera au temps. La Terre est et a toujours été une machine vivante conçue pour se détruire et renaître. Ce que nous appelons stabilité n'est qu'un instant de silence entre deux catastrophes géologiques. La nature de la planète est la transformation, et chaque ère porte en elle le germe de sa propre ruine. Le sol sous nos pieds est recyclé dans un cycle incessant de création et d'anéantissement, mu par la chaleur, la pression et le temps. Le même sol qui soutient aujourd'hui forêts et cités fut jadis fonte océanique, fut magma, fut glace. Tout ce qui existe à la surface terrestre résulte de processus qui dévorent ce qui les a précédés. La planète se détruit pour rester vivante, effaçant ses traces et se recréant à partir de ses propres cendres. Depuis des milliards d'années, la chaleur interne de la Terre, issue de sa formation violente et de la désintégration des éléments radioactifs de son noyau, alimente cette machine de régénération. Le noyau métallique en fusion tourne en convection constante, déplaçant lentement le manteau rocheux, et c'est cette danse profonde qui pousse les continents, ouvre les océans et sculpte les montagnes. L'intérieur du globe est un cœur qui n'a jamais cessé de battre, et ce mouvement lent, presque imperceptible à l'échelle humaine, maintient l'équilibre dynamique qui rend la vie possible. Sans lui, le climat s'effondrerait, l'atmosphère se figerait, et la planète deviendrait un monde mort. À notre échelle, nous vivons comme si le monde était solide et immuable, mais le temps géologique se moque de cette illusion. 1 million d'années, pour la Terre, n'est qu'un battement de cils. Des montagnes entières s'élèvent et s'effondrent pendant cet intervalle. Les rivières changent de cours, les déserts deviennent mers, et les mers redeviennent déserts. Chaque grain de sable d'une plage porte une histoire de destruction. Il fut pierre, il fut montagne, il fut abîme. Et un jour, il redeviendra tout cela. La Terre ne connaît pas le mot permanence, seulement la transformation. La planète est un sculpteur patient, et son chef-d'œuvre est le cycle même du changement. Les humains sont apparus il y a un instant sur l'horloge cosmique, et pourtant, ils croient dominer le monde. Mais pour la planète, notre civilisation n'est qu'une poussière passagère sur une roche en mouvement. Routes, bâtiments et frontières disparaîtront comme s'ils n'avaient jamais existé. La Terre ne garde pas la mémoire des hommes, elle garde celle des airs. Ce que nous appelons passé lointain est pour elle un présent continu. Les mêmes processus qui ont façonné les premiers continents agissent encore aujourd'hui, invisibles et lents, préparant la prochaine reconfiguration globale. Nous vivons sur un géant endormi, mais son sommeil est agité. Si nous pouvions observer la Terre à travers la vision accélérée du temps géologique, nous verrions quelque chose d'hypnotique et de chaotique à la fois. Des continents glissant comme des morceaux de croûte sur un chaudron bouillant, des océans s'ouvrant en fissures incandescentes, des montagnes croissant et s'effondrant comme des vagues pétrifiées, des glaciations recouvrant tout de blanc avant de se fondre en mer bleue. Nous verrions des volcans cracher la vie et la mort, des météores traverser le ciel et réorganiser des écosystèmes entiers. À chaque destruction, de nouvelles formes surgiraient des ruines. À chaque naissance, une nouvelle fin serait semée. C'est ainsi que la planète respire. C'est ainsi qu'elle reste vivante. La géologie est la langue de la mémoire de la Terre. Chaque couche de roche est une phrase écrite avec le feu, la glace et la pression. Chaque minéral porte en lui le témoignage d'une ancienne catastrophe. Quand nous étudions la planète, nous ne regardons pas le passé. Nous observons le présent étiré à l'infini. Chaque montagne est un instant figé dans le flux du temps. Chaque volcan est une plaie ouverte sur la peau du globe. Chaque océan est un miroir reflétant la respiration d'un monde qui ne dort jamais tout à fait. La Terre se détruit parce qu'elle doit se réinventer. Quand son intérieur bout et que le sol se fracture, la planète ne fait que redistribuer son énergie, s'équilibrer, se reconstruire. La destruction est le mécanisme de purification qui maintient l'ordre dans le chaos. Ce qui nous paraît catastrophe n'est pour elle qu'entretien.
Le volcan qui anéantit une ville fertilise le sol pour des millénaires. Le tremblement de terre qui ravage une côte crée une nouvelle chaîne de montagnes. La planète ne distingue ni bien ni mal, seulement le mouvement et l'inertie, la vie et la dormance. Et tant qu'il restera de la chaleur en son cœur, la Terre continuera de battre. C'est pourquoi la planète n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin d'elle. Nous dépendons de son instabilité pour exister. Sans le mouvement des plaques, sans le cycle du carbone, sans les volcans qui libèrent les gaz, le climat s'effondrerait et la vie s'arrêterait. C'est le chaos qui garantit l'équilibre. La Terre est un organisme géologique, et nous ne sommes qu'une de ses expressions momentanées, une partie qui respire avec elle, mais qui sera remplacée quand commencera le prochain cycle. Dans le silence profond sous nos pieds, existe un monde que nous ne voyons jamais, mais qui décide du destin de la surface. L'intérieur de la Terre est un cœur en combustion constante, battant depuis plus de 4 milliards d'années. Un océan de métal en fusion, dense et incandescent, tourne en couches superposées, transférant chaleur, énergie et mouvement. Ce cœur invisible soutient le champ magnétique, déplace les continents, façonne les montagnes et détermine le climat. Sans lui, la planète ne serait qu'une sphère froide couverte de poussière, sans mer, sans air, sans vie. Tout ce qui existe à la surface dépend de ce qui se passe à l'intérieur. Au centre de la planète se trouve une sphère solide de fer et de nickel comprimée à des températures supérieures à 6000 degrés Celsius, aussi chaude que la surface du Soleil. Autour d'elle s'étend une couche de métal liquide en rotation constante, le noyau externe, agissant comme une dynamo naturelle. Le mouvement de cet océan métallique génère le champ magnétique terrestre, une bulle protectrice invisible qui dévie le rayonnement solaire et cosmique mortel. Sans ce bouclier, l'atmosphère serait lentement arrachée dans l'espace et la Terre deviendrait une roche aride semblable à Mars. La vie existe parce que le noyau interne ne s'est jamais arrêté. Au-dessus, le manteau terrestre s'étend sur près de 3000 km de profondeur. Il n'est ni solide ni liquide, mais quelque chose entre les deux, une masse chaude et plastique qui s'écoule lentement, comme de la cire sous pression. Les courants de convection de ce manteau transportent la chaleur de l'intérieur vers la croûte, déplaçant les plaques tectoniques comme d'immenses tapis roulants géologiques. Ce mouvement est si lent qu'il est presque imperceptible, mais irrésistible à l'échelle de millions d'années. Ces courants sont le sang du globe, transportant l'énergie des profondeurs jusqu'à la peau du monde. Quand la chaleur du noyau trouve des faiblesses dans la croûte, elle remonte violemment, créant volcans et fissures qui déchirent le sol. Ce que nous appelons éruption n'est qu'une exhalation de l'intérieur du globe. Le magma qui s'échappe transporte de nouveaux minéraux, des gaz anciens et la matière qui formera les sols fertiles de demain. Le volcan détruit, mais il crée aussi. C'est le souffle chaud de la terre modelant l'avenir avec les cendres du présent. Et même après des milliards d'années d'activité, ce feu intérieur ne s'est pas éteint. La chaleur qui maintient cette machine en activité provient de deux sources. L'énergie laissée par la naissance violente de la planète et la désintégration radioactive d'éléments comme l'uranium, le thorium et le potassium dans les roches internes. Chaque seconde, ces particules libèrent assez de chaleur pour faire fondre la base de la croûte et maintenir le manteau en mouvement. Ce processus silencieux assure le renouvellement continu de la surface. Lorsqu'une plaque se plie et s'enfonce dans les profondeurs, elle est lentement recyclée par la chaleur, revenant plus tard comme nouvelle croûte aux dorsales océaniques. La Terre se consomme littéralement elle-même pour rester vivante. Ce moteur géologique est aussi responsable d'un phénomène essentiel, le cycle du carbone. Les roches subduites libèrent du dioxyde de carbone dans les chambres magmatiques qui est expulsé par les volcans et renvoyé dans l'atmosphère. Avec le temps, ce gaz se dissout dans la pluie, réagit avec les roches, est transporté par les rivières et retourne dans les océans, où il est de nouveau piégé dans les sédiments. C'est un cycle fermé et autorégulé. Si l'intérieur de la Terre se refroidissait et s'arrêtait, le climat mondial s'effondrerait et la vie disparaîtrait. Le champ magnétique généré par le noyau métallique ne protège pas seulement, il guide aussi. Il crée les aurores boréales et australes, résultat visible des particules solaires entrant en collision avec la haute atmosphère. Ce sont des signes lumineux que le cœur de la planète bat encore. Tant que les aurores danseront dans le ciel, cela signifiera que le feu intérieur respire encore. Lorsqu'elles disparaîtront, ce sera le signe que la Terre meurt de l'intérieur. À l'échelle cosmique,
La Terre est l'un des rares mondes connus dont la chaleur interne façonne encore l'extérieur. La Lune, par exemple, a perdu son feu depuis longtemps. Mars a cessé de bouger en son sein et est devenu un désert froid et silencieux. La différence entre un monde mort et un monde vivant, c'est le cœur qui le réchauffe. La Terre reste active parce qu'elle brûle encore en son sein. Cette flamme souterraine est aussi ce qui maintient le temps géologique en mouvement. Sans elle, il n'y aurait ni nouvelles montagnes, ni tremblements de terre, ni volcans, ni renouvellement des écosystèmes. Il n'y aurait que stagnation. La vie prospère non pas malgré le feu, mais grâce à lui. Chaque arbre, chaque rivière et chaque être vivant qui respire aujourd'hui existe parce que sous nos pieds se trouve un océan de métal liquide tournant en silence, alimentant la machine de la création. Sous le sol que nous croyons solide, la Terre est en guerre constante contre elle-même. La croûte, cette fine couche sur laquelle nous élevons des villes et des rêves, est faite d'immenses blocs de roches, les plaques tectoniques qui flottent sur le manteau en mouvement. Elles se percutent, s'écartent, se plient et se détruisent dans un cycle éternel de reconstruction. C'est un jeu lent et brutal, invisible à l'échelle humaine, mais si puissant qu'il redessine la carte de la planète au fil des ères. Le tectonisme est le sang du globe en mouvement. C'est le processus qui renouvelle le visage de la Terre et garantit que rien ne reste identique trop longtemps. Imagine la croûte comme une peau fissurée sur un corps incandescent. Là où la chaleur interne remonte, la peau se déchire. Là où le froid s'accumule, elle se contracte et se brise. Les fissures océaniques sont les cicatrices ouvertes de la planète, des lieux où le magma monte et crée une nouvelle croûte, poussant lentement les continents dans des directions opposées. Dans les zones de subduction, une plaque plonge sous une autre, redescendant vers l'intérieur de la Terre pour y être de nouveau fondue. C'est un cycle parfait de naissance et de destruction, si bien équilibré que la quantité de croûte créée et la quantité de croûte engloutie restent presque constantes. Rien n'est gaspillé, rien n'est éternel. Les limites entre les plaques sont des frontières vivantes d'énergie. Là où deux plaques se heurtent, des montagnes naissent. Là où elles s'écartent, des mers apparaissent. Là où elles glissent l'une contre l'autre, la friction engendre des tremblements de terre capables d'ébranler des civilisations entières. La planète paraît calme, mais sous la surface règne un grondement constant de pression et de frottement. Chaque continent est un radeau de pierre dérivant sur un océan de feu, et quand deux de ces radeaux entrent en collision, la terre gémit, soulève des montagnes et ouvre des blessures profondes. C'est ainsi que sont nées les plus grandes chaînes de montagnes du monde. Quand la plaque de l'Inde est entrée en collision avec la plaque de l'Eurasie, il y a des dizaines de millions d'années, les roches se sont plissées et se sont poussées les unes sur les autres, formant l'Himalaya, une cicatrice colossale qui continue encore aujourd'hui de grandir de quelques millimètres par an. Il en va de même pour les Andes, résultat du choc entre la plaque océanique du Pacifique et la plaque continentale d'Amérique du Sud. Chaque chaîne de montagnes est l'archive d'un impact lent, continu et inévitable. Mais le tectonisme n'est pas seulement destruction, il est aussi création. Les dorsales océaniques, immenses chaînes de montagnes immergées, sont des usines de sol nouveaux. Le magma remonte par les fractures, se refroidit au contact de l'eau et devient une nouvelle croûte. À partir de ces lignes incandescentes, le plancher océanique se renouvelle sans cesse. L'océan Atlantique, par exemple, s'élargit chaque année millimètre par millimètre, à mesure que les Amériques s'éloignent de l'Afrique. Cette séparation, presque imperceptible, a déjà modifié le climat mondial, les courants marins et la répartition des espèces d'innombrables fois. Ce mouvement continu empêche toute chose à la surface de rester identique. Les continents se rassemblent et se séparent comme les pièces d'un puzzle sans fin. Les océans naissent et disparaissent. Les montagnes s'élèvent puis s'érodent. Le tectonisme est responsable de la scène sur laquelle la vie joue. Sans lui, la planète serait un désert immobile, sans montagnes, sans rivières, sans diversité d'environnement. L'évolution biologique elle-même a dépendu de ce mouvement incessant qui crée et détruit des habitats, forçant la vie à s'adapter ou à disparaître. Les failles tectoniques sont les lieux où la croûte révèle sa fragilité. Elles accumulent de l'énergie pendant des siècles puis, soudainement, libèrent tout en quelques secondes, provoquant des séismes dévastateurs. Ces ruptures sont des rappels que la Terre est vivante, qu'elle respire sous nos pieds. Ce que nous vivons comme une tragédie n'est, pour la planète,
qu'un ajustement naturel de l'équilibre. La même énergie qui déplace les plaques soutient aussi le champ magnétique, le volcanisme et même le cycle du carbone qui maintient le climat habitable. Tout est lié. Dans certaines régions, le tectonisme crée des pièges géologiques d'une rare beauté. Dans la vallée du Rift, en Afrique orientale, la croûte est lentement déchirée et un nouvel océan naîtra là dans des millions d'années. Les fractures profondes qui entaillent le sol sont des portails vers l'intérieur de la Terre, où des gaz remontent, où des lacs se forment et où de nouvelles espèces apparaissent dans des écosystèmes isolés. La planète est en travail permanent et chaque fracture annonce une nouvelle forme de monde. Il y a une poésie violente dans ce mouvement. La Terre ne connaît pas le repos, seulement le changement. Ces plaques avancent si lentement qu'elles semblent immobiles. Mais à l'échelle géologique, ce sont des vagues solides qui remodèlent tout ce qui existe. Chaque centimètre gagné ou perdu par une plaque est une note dans la symphonie du temps. Et nous, fragiles et brefs, nous marchons sur cette musique sans l'apercevoir. Lorsqu'un tremblement de terre survient, la planète ne fait que soupirer. Lorsqu'un volcan entre en éruption, elle ne fait que respirer. Le tectonisme est la respiration du monde, l'alternance entre destruction et renaissance. Rien de ce qui existe aujourd'hui ne restera pour toujours. Le continent que nous habitons s'enfoncera ou se déchirera un jour, et un nouveau surgira à sa place. La planète sur laquelle nous marchons aujourd'hui n'est pas la même qu'hier, et elle ne sera pas la même demain. La carte de la Terre n'a jamais été fixe. Le monde que nous connaissons aujourd'hui n'est qu'une photographie éphémère d'une planète en réarrangement constant. Il y a des centaines de millions d'années, les continents n'étaient pas à leur place actuelle. Ils formaient un seul et gigantesque bloc de terre, un supercontinent. Cette immense masse continentale s'est unie et fragmentée à plusieurs reprises au cours de l'histoire géologique, dans un cycle hypnotique de construction et de destruction qui a façonné les océans, les climats et les formes de vie. Chaque fois que la Terre se brise, un nouveau monde naît. Chaque fois qu'elle s'unit, elle efface tout ce qui existait auparavant. Le premier grand supercontinent connu est appelé Columbia, formé entre 2,150 milliards et 1,8 milliard d'années avant notre ère. Ce fut le premier acte d'un cycle destiné à se répéter indéfiniment. Puis vint Rodinia, réunissant à nouveau les masses continentales et concentrant presque toute la surface émergée de la planète dans une seule région aride et venteuse. Des millions d'années plus tard, Rodinia se fragmenta et donna naissance à un autre géant, Pannosia. Mais le plus célèbre de tous, et le plus proche de nous dans le temps, fut la Pangée, le supercontinent qui domina la planète entre 330 millions et 200 millions d'années avant notre ère. Imagine un monde où tous les continents que nous connaissons, l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Antarctique et l'Océanie, étaient réunis en une seule masse colossale, entourée par un immense océan appelé la Pantalassa. À l'intérieur de ce supercontinent, le climat était extrême. D'immenses déserts brûlaient sous la chaleur, tandis que les côtes étaient balayées par des tempêtes océaniques violentes. Cet environnement gigantesque et instable façonna la vie de manière inattendue. La concentration des terres modifia les vents, les courants et les pluies, créant des régions hostiles et d'autres prospères. Lorsque la Pangée commença à se rompre, la vie se répandit dans toutes les directions, occupant de nouveaux espaces et se diversifiant. Le mécanisme qui crée et détruit les supercontinents est le même que celui qui déplace les plaques tectoniques. À mesure que la chaleur interne de la planète s'élève et s'accumule sous les croûtes continentales, les forces internes poussent les masses terrestres les unes contre les autres. Avec le temps, l'énergie se redistribue et l'équilibre s'inverse. Les continents commencent à s'éloigner de nouveau, ouvrant des océans et redessinant la planète. Ce cycle, appelé supercycle, dure des centaines de millions d'années. La Terre vit dans un va-et-vient éternel, entre union et séparation, entre concentration et dispersion. Chaque formation d'un supercontinent déclenche une série de transformations climatiques et biologiques. Lorsque toutes les terres sont réunies, l'intérieur continental est isolé de l'humidité des océans, et les déserts s'étendent à grande échelle. Le climat devient sévère, les pluies rares, les températures extrêmes. Lorsque les terres se fragmentent, de nouveaux océans apparaissent, apportant humidité et vie. Les courants marins s'établissent, régulant le climat et distribuant la chaleur. Ce rythme géologique, invisible à l'œil humain, est le métronome qui dicte les périodes de stabilité et d'effondrement de la biosphère. Les supercontinents ont également joué un rôle décisif dans les extinctions massives.
Lorsque la Pangée se forma, par exemple, la réorganisation mondiale de la croûte provoqua une intense activité volcanique, libérant d'énormes quantités de gaz dans l'atmosphère et altérant l'équilibre chimique des océans. Le résultat fut un effondrement environnemental entraînant la disparition d'innombrables espèces. Plus tard, lorsque la Pangée commença à se fragmenter, la planète traversa une autre période de chaos. Mais cette fois, le chaos apporta la renaissance. Les nouvelles côtes, îles et mers créèrent des niches écologiques variées et permirent l'apparition de nouvelles formes de vie. L'idée que les continents se déplacent peut sembler évidente aujourd'hui, mais ce fut une révolution scientifique récente. Au début du XXe siècle, le géophysicien Alfred Wegener proposa que les continents avaient été unis puis séparés au fil du temps. À l'époque, l'idée fut rejetée. Ce n'est que des décennies plus tard, avec les progrès de la géologie moderne et la cartographie des fonds océaniques, que l'on découvrit qu'il avait raison. Les continents dérivent réellement sur le manteau, entraînés par des forces invisibles venues des profondeurs. La Terre est un puzzle en mouvement, et ses pièces changent sans cesse de place. La configuration actuelle de la planète n'est qu'un état intermédiaire. L'Atlantique continue de s'élargir. L'Afrique se rapproche lentement de l'Europe, et le Pacifique, le plus grand océan actuel, se rétrécit à chaque siècle. Un jour, tous les continents se réuniront de nouveau. Les modèles géologiques suggèrent que dans 200 à 300 millions d'années, un nouveau supercontinent apparaîtra. Certains l'appellent Tamasia, d'autres la Pangée Proxima. Quel que soit son nom, le résultat sera le même. De nouvelles montagnes, des océans fermés, des climats extrêmes et le redémarrage complet du cycle. Lorsque cela se produira, la carte de la Terre sera méconnaissable. Ce qui est aujourd'hui océan pourra devenir plateau aride et ce qui est montagne pourra être submergé. La planète effacera une fois encore ses traces, comme elle l'a toujours fait. À chaque nouveau supercontinent, l'histoire géologique se réorganise et la vie doit recommencer. La destruction n'est pas la fin, c'est le mécanisme du renouveau. La Terre rassemble tout, brise tout et recommence, comme une respiration lente entre la création et l'oubli. L'histoire de la Terre est marquée par des renaissances. Mais pour que chaque nouveau chapitre commence, un autre doit se terminer. Et la planète n'a aucune pitié quand elle tourne la page. À 5 moments cruciaux, la vie a été presque entièrement effacée de la surface. Ce sont les événements que nous appelons des extinctions massives, des périodes où la planète a appuyé sur son propre bouton de réinitialisation, éliminant la majeure partie des espèces existantes et ouvrant la voie à de nouvelles formes qui allaient dominer le monde. À chacune d'elles, l'équilibre a été détruit puis reconstruit, comme si la Terre avait besoin de se réinventer périodiquement. La première grande extinction a eu lieu à la fin de la période de l'Ordovicien, il y a environ 444 millions d'années. À cette époque, la vie prospérait dans les mers peu profondes, dominées par les trilobites, les coraux primitifs et les mollusques marins. Mais la planète est entrée dans un effondrement climatique soudain. Une glaciation mondiale a gelé les océans et fait baisser le niveau de la mer, détruisant des habitats entiers. Quand la glace a fondu, la mer est remontée, modifiant la chimie de l'eau et étouffant les espèces survivantes. En quelques centaines de milliers d'années, un clin d'œil à l'échelle géologique, environ 85% de toute la vie marine avait disparu. La deuxième extinction est arrivée à la fin de la période du Dévonien, entre 375 millions et 360 millions d'années avant notre ère. Les mers sont devenues toxiques, saturées de nutriments issus de l'érosion des continents et d'algues qui ont consommé l'oxygène. Dans le même temps, le volcanisme et les impacts cosmiques ont aggravé le déséquilibre. 90% des espèces des récifs et une grande partie des poissons primitifs ont disparu. Mais des cendres de cet effondrement sont apparus les premiers vertébrés capables de vivre sur la terre ferme, qui allaient commencer à conquérir l'environnement hors de l'eau. La troisième, et la plus dévastatrice de toutes, fut l'extinction de la fin du Permien. Il y a environ 252 millions d'années. Aucun autre événement de l'histoire de la planète n'a provoqué autant de destruction. On estime que 95% de toutes les espèces marines et 70% des espèces terrestres ont disparu. La Terre a presque littéralement failli mourir. Des éruptions gigantesques dans la région qui correspond aujourd'hui à la Sibérie ont libéré des trillions de tonnes de dioxyde de carbone et de méthane, déclenchant un effet de serre catastrophique. Les océans sont devenus acides, l'atmosphère est devenue toxique et la planète est entrée en effondrement thermique.
Pendant des millions d'années, la Terre a été un désert étouffant et silencieux. Quand la vie est finalement revenue, c'était un monde nouveau, le monde des reptiles dominants, qui allait plus tard évoluer vers les dinosaures. La quatrième grande extinction à la fin du Trias, il y a environ 200 millions d'années, fut de nouveau le résultat d'une convulsion interne de la planète. Au moment où le supercontinent Pangée commençait à se fragmenter, d'immenses fissures se sont ouvertes, libérant des gaz et des cendres à l'échelle d'un continent. Les températures ont oscillé violemment, les océans sont devenus instables et les chaînes alimentaires se sont effondrées. Près de 80% des espèces ont disparu. Mais la Terre, encore une fois, s'est réinventée. Les anciens concurrents éliminés, les dinosaures ont pris le contrôle du monde et ont commencé un règne qui allait durer plus de 150 millions d'années. La cinquième extinction, la plus connue, a mis fin à ce règne. L'impact d'un astéroïde, il y a 66 millions d'années, a transformé la planète en enfer. L'objet de plus de 10 km de diamètre a frappé la région qui correspond aujourd'hui à la péninsule du Yucatan et a libéré une énergie équivalente à des milliards de bombes atomiques. Le ciel a pris feu. Des tsunamis géants ont balayé les océans. La poussière et la suie ont bloqué la lumière du soleil, plongeant le monde dans une nuit qui a duré des mois. Le froid extrême qui a suivi a tué les plantes, interrompu la photosynthèse et fait s'effondrer toute la chaîne alimentaire. En quelques décennies, les dinosaures non aviens avaient disparu. Mais dans les décombres, les mammifères, jusqu'alors petits et discrets, ont trouvé leur chance. La vie s'est réorganisée une fois de plus, et l'histoire a suivi une nouvelle direction. Ces 5 grandes extinctions n'ont pas été des accidents isolés, mais des chapitres d'un même cycle. La Terre possède un schéma de destruction et de renouveau. Chaque effondrement élimine les formes anciennes et crée les conditions pour l'apparition de formes nouvelles. La planète semble utiliser la catastrophe comme un outil évolutif. Le chaos n'est pas la fin, c'est la graine d'une autre phase. La vie est résistante parce que la planète l'oblige à l'être. Mais il y a quelque chose d'inquiétant dans le fait de comprendre que le même mécanisme est encore actif. La Terre reste une machine qui appuie sur le bouton de réinitialisation. Le volcanisme, le réchauffement, les changements climatiques et les transformations chimiques se produisent encore. La différence, c'est que maintenant une espèce consciente vit à sa surface, modifiant l'équilibre avec une vitesse jamais vue. La planète s'est toujours relevée de ses propres catastrophes. La question est, se relèvera-t-elle de nous? Il y a 252 millions d'années, la planète a traversé le moment le plus sombre de toute son histoire. Aucun événement avant ou après ne s'est approché autant d'effacer complètement la vie. Ce fut la fin de la période du Permien, l'instant où la Terre a presque véritablement cessé d'exister. La croûte tremblait, le ciel s'assombrissait, les mers bouillaient, et même l'air devenait du poison. À chaque respiration, la planète se détruisait de l'intérieur. Ce qui resta fut un désert toxique et silencieux. Presque tout ce qui vivait, plantes, animaux et micro-organismes, disparut. La Terre elle-même semblait avoir renoncé à respirer. La cause de cette dévastation fut une succession de cataclysmes géologiques d'une ampleur inimaginable. Dans ce qui correspond aujourd'hui à la Sibérie, le sol s'est ouvert en d'immenses fissures qui ont vomi de la lave et des gaz pendant des millions d'années. Cette région, appelée les trappes de Sibérie, a libéré plus de 3 millions de kilomètres cubes de magma, assez pour recouvrir le Brésil d'une couche de roches incandescentes de plus d'1 kilomètre d'épaisseur. À chaque éruption, des gaz comme le dioxyde de carbone, le méthane et le dioxyde de soufre montaient dans l'atmosphère, modifiant radicalement la chimie de l'air et des océans. Le climat est devenu fou. L'augmentation du dioxyde de carbone a réchauffé la planète de façon brutale. Les températures moyennes mondiales ont grimpé d'environ 10 degrés Celsius en quelques milliers d'années. Un rythme si rapide qu'aucun écosystème n'a pu s'adapter. Les océans, surchauffés, ont perdu leur oxygène, devenant des mers stagnantes et étouffantes. Des bactéries anaérobies ont prospéré dans les profondeurs et ont commencé à libérer du sulfure d'hydrogène, un gaz toxique qui est remonté à la surface et a empoisonné tout ce qui respirait. Les plantes se sont fanées, les animaux se sont asphyxiés, et la vie s'est effondrée comme un réseau déconnecté. Le sol a brûlé, la pluie est devenue acide, les cendres volcaniques ont recouvert des continents entiers. La combinaison du réchauffement global, de l'acidification des océans et de l'intoxication atmosphérique a créé le scénario parfait pour l'extermination.
On estime que 95% des espèces marines et 70% des espèces terrestres ont disparu. Coraux, trilobites, ammonites et forêts anciennes se sont éteints. C'était comme si la Terre elle-même avait décidé d'effacer le passé et de recommencer. Même après la fin des éruptions, la planète a mis des millions d'années à se rétablir. Les écosystèmes s'étaient complètement effondrés et le processus de reconstruction fut lent et pénible. Dans le vide laissé par la destruction, de nouvelles lignées ont commencé à apparaître. De petits reptiles, ancêtres des dinosaures, ont trouvé de l'espace pour prospérer dans un monde presque inhabité. Les insectes, les champignons et les micro-organismes furent les premiers à revenir. Peu à peu, la planète recommença à respirer. L'extinction de la fin du Permien fut l'abîme dont la vie émergea transformée. Les études géologiques modernes révèlent des couches de roches marquées par du carbone brûlé, des cendres et des pics de métaux lourds, des traces directes de cette catastrophe. Dans certains endroits, on trouve les vestiges de mers entières mortes, des dépôts noirs de sédiments riches en matière organique qui ne se sont jamais complètement décomposés. Ces marques sont la mémoire pétrifiée d'un monde presque oublié. La Terre a tout effacé, ou presque, mais elle a laissé un avertissement gravé dans sa peau. La destruction fait partie du cycle, et la vie n'est qu'une des formes par lesquelles la planète se recrée. Quand l'équilibre est enfin revenu, la Terre était autre. Le climat avait changé, les continents se réorganisaient, et les espèces survivantes étaient différentes de celles qui régnaient auparavant. Des rares êtres ayant traversé l'enfer du Permien sont nés de nouvelles lignées qui allaient dominer les ères suivantes. Parmi elles se trouvaient les archosaures, qui donneraient naissance aux dinosaures et les premiers mammifères primitifs. Le monde devenait la scène d'une nouvelle ère, celle du Trias, et la nature, une fois encore, prouva qu'il n'existe pas de ruine éternelle. La grande fin du Permien fut la cicatrice la plus profonde de l'histoire de la Terre. Une blessure jamais complètement refermée, mais qui a appris à la planète à se reconstruire à partir du vide. Ce qui semblait être la fin absolue fut, en réalité, le début d'un nouveau voyage. La vie, réduite à quelques fils de résistance, s'est réinventée. La planète a survécu parce qu'elle sait mourir pour continuer à exister. Il y a 66 millions d'années, la Terre a connu l'un des jours les plus violents depuis sa formation. Un instant aussi bref que le battement d'un cœur, mais qui mit fin à toute une ère. À ce moment-là, un corps venu de l'espace, un astéroïde d'environ 10 km de diamètre, traversa le ciel à plus de 70 000 km par heure et frappa la planète avec une énergie équivalente à des milliards de bombes atomiques. L'impact eut lieu dans la région que nous appelons aujourd'hui la péninsule du Yucatan, et en quelques secondes, le monde des dinosaures disparut. La collision ouvrit un cratère de plus de 180 km de large et de plus de 20 de profondeur. Le sol fondit instantanément et l'océan s'évapora dans un éclat si intense qu'il aurait été visible depuis l'autre côté de la planète. L'onde de choc parcourut le globe en quelques minutes, provoquant des tremblements de terre, des tsunamis et des éruptions secondaires partout sur Terre. L'air prit feu. Des millions de tonnes de roches vaporisées furent déprojetées dans l'atmosphère, puis retombèrent en flammes, transformant le ciel en un four. La température de surface s'envola et des forêts entières brûlèrent en quelques heures. Mais le coup le plus dévastateur survint ensuite. Les particules projetées en altitude bloquèrent la lumière du soleil, plongeant la planète dans une obscurité prolongée. La photosynthèse cessa. Les plantes moururent. Avec elles disparurent les herbivores, puis les carnivores. Un hiver global s'installa, les températures chutant à des niveaux mortels. La planète bleue devint grise, glacée et silencieuse. Pendant des mois, peut-être des années, la Terre vécut sous une nuit presque absolue, éclairée seulement par les braises de son propre effondrement. Les dinosaures, qui avaient régné pendant plus de 150 millions d'années, succombèrent. Seuls quelques groupes d'oiseaux et de petits mammifères survécurent, cachés dans des terriers, se nourrissant de graines et de débris. Le règne des géants prit fin et à sa place émergea un nouveau monde, celui des petits, des résistants, de ceux qui savaient attendre. La Terre avait une fois de plus appuyé sur le bouton de réinitialisation. Les conséquences de cet impact sont encore gravées dans la peau du globe. Roches fondues, couches d'iridium, un métal rare dans la croûte terrestre mais commun dans les astéroïdes, et fossiles carbonisés composent un registre silencieux de destruction. Le cratère de Chicxulub, enfoui sous des couches de sédiments, est le témoignage géologique de l'instant où le destin de la vie changea à jamais.
Ce ne fut pas seulement un impact physique, mais aussi biologique et historique. La vie se réorganisa, la biosphère se réécrivit, et les mammifères, autrefois des ombres dans les forêts, devinrent les nouveaux héritiers de la planète. Ce qui frappe, c'est la précision avec laquelle le hasard se mêle à l'inévitable. Si l'astéroïde était arrivé quelques minutes plus tôt ou plus tard, il aurait pu tomber ailleurs, dans une région moins riche en soufre et en carbonate. L'atmosphère n'aurait pas été aussi empoisonnée, et peut-être que les dinosaures marcheraient encore sur Terre. Mais l'univers ne connaît pas le mot « peut-être ». Il connaît les conséquences. Et en cette fraction de seconde, le cours de l'évolution prit une autre direction. Les conditions extrêmes qui suivirent l'impact forcèrent la vie à s'adapter rapidement. Les mammifères, petits et discrets, survécurent grâce à leur flexibilité. Ils pouvaient hiberner, vivre dans des terriers et se nourrir de régimes variés. Dans les millions d'années qui suivirent, ces survivants se diversifièrent, occupèrent les niches vides et donnèrent naissance à de nouvelles formes. Parmi elles, bien plus tard, apparut l'être humain. Nous sommes, en quelque sorte, les descendants directs d'une catastrophe. Nous existons parce qu'un jour, le ciel est tombé. L'impact de Chicxulub ne fut pas une erreur, mais une partie du même cycle qui régit toute la planète. L'univers crée en détruisant. La Terre s'est toujours reconstruite à partir des ruines de ce qui l'a précédé. Chaque catastrophe laisse de la place pour que quelque chose de nouveau éclot. Et tant qu'il y aura mouvement, chaleur et temps, ce processus ne cessera jamais. La destruction n'est que le commencement déguisé. Au cœur de la Terre, où la chaleur est constante et la pression presque infinie, la roche se comporte comme un liquide en furie, et la planète cherche sans relâche un moyen de libérer cette énergie accumulée. Le résultat, ce sont les volcans, des cheminées vivantes reliant l'intérieur incandescent à la surface. Ils sont le moyen par lequel la planète respire, exhale et renaît. Ils sont à la fois créateurs et destructeurs, sculpteurs du monde et messagers du chaos. Aucun autre phénomène ne traduit aussi bien le caractère ambigu de la Terre que le volcanisme. La force qui tue et, aussitôt après, fertilise ce qu'elle a détruit. Il y a plus de 4 milliards d'années, alors que la planète était encore jeune, les volcans couvraient toute sa surface. L'air était toxique et le ciel rouge de cendres et de gaz. Mais c'est cette violence qui forma l'atmosphère primitive et apporta une partie de l'eau qui recouvre aujourd'hui la Terre. Chaque explosion projetait dans le ciel de la vapeur, du dioxyde de carbone et du soufre, transformant le chaos incandescent en conditions favorables à la chimie de la vie. En d'autres termes, la même force qui détruit tout autour d'elle est celle qui créa l'environnement nous permettant de respirer. Les volcans demeurent les soupapes de sécurité de la Terre. Lorsque le magma monte, il transporte en lui des fragments de l'histoire profonde de la planète, des minéraux formés il y a des millions d'années, des gaz emprisonnés depuis la naissance du noyau et des particules jadis enfouies au fond des océans, revenues à la lumière après des ères d'obscurité. Une éruption est en réalité une révélation, un rappel que l'intérieur de la Terre est encore vivant et que tout ce que nous voyons n'est qu'une fine croûte temporaire posée sur un feu éternel. Mais le volcanisme est aussi le souvenir que la planète peut être mortelle. Au fil de l'histoire, des éruptions colossales ont changé le destin de la Terre. L'explosion du mont Toba, il y a 74 000 ans, projeta tant de matière dans le ciel qu'elle provoqua un hiver volcanique de plusieurs années, refroidissant brutalement la planète et affectant les populations humaines primitives. L'éruption du mont Tambora en 1815 fut si intense qu'elle modifia le climat de l'hémisphère nord et engendra la fameuse année sans été, entraînant famine et désespoir. Et les éruptions des trappes de Sibérie, à la fin du Permien, faillirent anéantir toute vie existante. Ces forces n'appartiennent pas qu'au passé lointain. Chaque seconde, des centaines de volcans émettent des gaz, de la poussière et du magma, redessinant la surface du globe. Certains sont discrets, respirant lentement à travers les failles océaniques. D'autres, explosifs et violents, capables de modifier le climat de la Terre en quelques jours. L'équilibre climatique mondial dépend en partie de cette libération continue de gaz qui maintient le cycle du carbone actif et empêche la Terre de sombrer dans un gel éternel. Sans le volcanisme, la planète serait figée, sans renouvellement, sans souffle. Le sol volcanique est un autre paradoxe fascinant. Après la destruction vient la fertilité. Les cendres riches en minéraux transforment les terres arides en champs fertiles, donnant naissance à des écosystèmes luxuriants.
Des forêts tropicales entières poussent sur ce qui fut jadis une rivière de lave. Les peuples anciens l'avaient compris et bâtirent des civilisations sur les pentes volcaniques, acceptant le risque en échange de l'abondance. Ils savaient que vivre près d'un volcan, c'était vivre avec la nature même de la Terre, imprévisible, généreuse et dangereuse. Derrière le spectacle visuel des éruptions se cache une danse de force profonde. Le magma se forme lorsque le manteau fond partiellement sous l'effet de la chaleur, de la pression et de la composition chimique. Il s'élève parce qu'il est moins dense que la roche solide qui l'entoure. Lorsqu'il trouve des fissures, il cherche une issue. Ce qui se produit ensuite dépend de sa viscosité, de la quantité de gaz et de la pression accumulée. Parfois, il s'écoule en rivière rouge et lente. D'autres fois, il explose violemment, projetant des colonnes de cendres jusqu'à la stratosphère. Chaque volcan est le portrait de l'âme géologique de la planète. Le champ magnétique de la Terre, alimenté par le mouvement de son noyau, et le volcanisme, mu par la chaleur interne, sont deux faces d'un même moteur. Lorsque le feu intérieur s'éteindra, tous deux disparaîtront, et la planète mourra de l'intérieur. Les volcans sont donc le signe le plus visible que la Terre est encore vivante. Chaque éruption est un battement du cœur du monde, un rappel que le cœur de la planète bat encore. En définitive, le volcanisme est une métaphore du cycle même de l'existence. Rien ne naît sans destruction, et rien ne renaît sans perte. Le feu consume, mais ce qu'il laisse derrière lui est la matière première de la vie. Nous sommes tous les enfants du volcanisme, faits de minéraux qui furent jadis fondus dans les entrailles de la Terre. Le sol sous nos pieds n'est que de la lave refroidie, le vestige d'anciennes tempêtes de feu. La Terre nous a créés avec les mêmes mains qui, à tout moment, pourraient nous effacer. Il fut un temps où toute la planète était recouverte de glace. Pas seulement les pôles ou les montagnes, mais tous les continents, tous les océans, toutes les plaines. Un monde blanc et silencieux, où le soleil se reflétait sur des surfaces gelées et où l'atmosphère restait froide et immobile. Cette phase extrême, connue sous le nom de Terre boule de neige, fut l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire du globe. Une ère durant laquelle la vie a frôlé l'extinction et pourtant a trouvé un moyen de survivre. La glace ne fut pas seulement destruction, elle fut aussi le début d'une transformation qui allait tout changer. Les scientifiques pensent que cette glaciation globale a eu lieu entre 725 millions et 635 millions d'années avant notre ère, durant la période du cryogénien. Les causes exactes font encore débat, mais les indices pointent vers une combinaison de facteurs catastrophiques. Les volcans se sont tus, réduisant l'émission de dioxyde de carbone, tandis que l'altération chimique des jeunes chaînes de montagnes retirait ce gaz de l'atmosphère, affaiblissant l'effet de serre naturelle. Le résultat fut un refroidissement accéléré qui se propagea en réaction en chaîne. La neige renvoyait de plus en plus la lumière du soleil vers l'espace, empêchant le réchauffement. La planète entra dans une spirale glaciaire qui s'auto-alimentait. Les océans ont gelé jusqu'à des profondeurs de plusieurs centaines de mètres et la lumière n'atteignait plus l'eau. Les courants marins se sont arrêtés. L'atmosphère est devenue sèche et raréfiée, et même le dioxyde de carbone a commencé à se solidifier aux pôles. Les mers peu profondes et les écosystèmes marins précoces, qui étaient alors les principaux environnements de vie, ont disparu sous une immense couche de glace. La Terre semblait s'être changée en un monde mort immobile, un globe cristallin dérivant en silence dans l'espace. Mais même dans cet enfer gelé, la vie a persisté. De minuscules micro-organismes ont survécu dans des refuges improbables, fissures volcaniques, poches d'eau liquide sous la glace et zones thermales au fond des océans. Ces refuges, nourris par la chaleur et les minéraux, ont maintenu vivante l'étincelle biologique qui allait plus tard rallumer la diversité du globe. La vie, même réduite à presque rien, a refusé de disparaître. Et c'est dans cet isolement extrême que la biologie s'est réinventée. Beaucoup de scientifiques pensent que la complexité des cellules eucaryotes, les cellules qui composent tous les organismes multicellulaires, pourrait avoir émergé durant ou juste après cette période de congélation totale. Le dégel fut lent et violent. L'émission continue de gaz volcaniques, en particulier le dioxyde de carbone, a créé un effet de serre intense. Lorsque la glace a finalement commencé à fondre, la planète est passée d'un hiver éternel à un réchauffement soudain. La vapeur d'eau a inondé l'atmosphère. Des tempêtes colossales ont balayé les continents et des océans entiers ont bouillonné d'intenses réactions chimiques. Les minéraux dissous dans l'eau ont fourni des nutriments abondants,
déclenchant une explosion biologique sans précédent. La Terre a renaît, et la vie s'est développée avec une force qu'elle n'atteindrait plus jamais de la même manière. Les roches qui conservent la mémoire de cet épisode sont des témoins silencieux d'une planète qui a failli mourir gelée. Des couches de sédiments glaciaires se retrouvent aujourd'hui dans des régions proches de l'équateur, preuve claire que la glace a recouvert la planète entière. Par-dessus ces couches, on observe des dépôts de carbonate formés juste après le dégel, conséquence directe du retour brutal de la chaleur et de la pluie. Ce sont les cicatrices géologiques d'un traumatisme global, gravées dans la croûte terrestre. L'épisode de la Terre boule de neige fut plus qu'une catastrophe climatique. Ce fut une réinitialisation évolutive. En se figeant, la planète a éliminé presque tous les anciens écosystèmes et a forcé la vie à recommencer sous de nouvelles formes. C'est après cet événement que sont apparus les premiers organismes multicellulaires complexes. En d'autres termes, sans une Terre glacée, il n'y aurait peut-être jamais eu d'animaux, ni de plantes, ni d'êtres humains. La glace, qui avait presque tué la planète, l'a aussi préparée à refleurir. Cette histoire révèle le véritable rythme de la Terre, des extrêmes qui s'alternent, des destructions qui préparent la création. La planète ne recherche pas l'équilibre. Elle oscille entre le feu et la glace, entre la chaleur étouffante et le froid absolu. Ce qui ressemble à un effondrement est en réalité un ajustement. La Terre change de peau, et la vie s'adapte à cette nouvelle forme. Au bout du compte, la glace n'a pas été un ennemi, mais une pause nécessaire dans le rythme du globe, un silence avant la prochaine explosion de vie. Il existe un fil invisible reliant le feu du centre de la Terre, l'air que nous respirons et l'équilibre qui permet à la vie de prospérer, le cycle du carbone. C'est le mécanisme qui régule le climat de la planète, la respiration profonde de la Terre à l'échelle de millions d'années. Sans lui, le monde se serait gelé ou embrasé d'innombrables fois. Grâce à lui, la température globale oscille dans des limites qui permettent à la vie de persister. C'est le système le plus complexe et le plus délicat qui existe, un circuit reliant roche, océan, atmosphère et êtres vivants, où chaque partie dépend des autres pour continuer d'exister. Tout commence avec le dioxyde de carbone, le gaz qui agit comme une couverture autour du globe. Il retient une partie de la chaleur solaire, empêchant la Terre de devenir un désert glacé. Une partie de ce gaz provient des profondeurs, expulsé par les volcans et les fissures océaniques. Le reste est libéré par les organismes et les décomposeurs, qui restituent à l'air le carbone contenu dans les corps morts. Lorsqu'il y a trop de dioxyde de carbone, la planète se réchauffe. Lorsqu'il y en a trop peu, le froid avance. La Terre régule cet équilibre avec une sagesse aveugle, à travers des processus lents et implacables. Les montagnes sont l'un des poumons minéraux du globe. Lorsque la pluie tombe sur elles, le dioxyde de carbone de l'atmosphère se dissout dans l'eau et réagit avec les roches, les usant chimiquement. Ce processus, appelé altération, transforme le gaz en ions transportés par les rivières jusqu'à la mer. Là, ils se combinent avec le calcium pour former des carbonates, les mêmes minéraux qui composent les coraux, les coquillages et les sédiments marins. Lorsque ces organismes meurent, leurs restes s'accumulent au fond des océans et, avec le temps, forment des couches de calcaire. Ainsi, le carbone qui flottait autrefois dans l'air finit emprisonné dans le sous-sol, où il restera pendant des millions d'années. Mais rien sur Terre n'est permanent. Les plaques tectoniques, dans leur mouvement incessant, poussent le plancher océanique vers les profondeurs, dans les zones de subduction. Là, la chaleur extrême fait fondre une partie de la roche, libérant à nouveau du dioxyde de carbone. Celui-ci remonte avec le magma et retourne dans l'atmosphère par les volcans. Ce qui était pierre devient gaz. Ce qui dormait dans les entrailles revient au ciel. C'est un cycle fermé et éternel. Le carbone naît du feu, se change en roche et redevient terre. Ce processus est si lent qu'il faut des millions d'années pour qu'il accomplisse un tour complet. Pourtant, c'est lui qui maintient la planète habitable. Lorsque les montagnes s'élèvent, l'altération s'intensifie et retire davantage de dioxyde de carbone de l'air, refroidissant le climat. Lorsque le tectonisme faiblit et que le volcanisme s'accroît, le gaz s'accumule à nouveau et la planète se réchauffe. C'est un mécanisme d'autorégulation qui empêche les extrêmes durables. La Terre oscille entre le froid et la chaleur, mais jamais assez longtemps pour perdre la vie. Elle s'ajuste, comme si elle possédait une conscience. La vie, à son tour, est devenue une composante essentielle de ce cycle. Les plantes, par la photosynthèse,
retire le dioxyde de carbone de l'atmosphère et libère de l'oxygène, équilibrant la composition de l'air. Les océans absorbent d'immenses quantités de gaz, servant de réservoirs qui amortissent les variations climatiques. Le plancton, invisible à nos yeux, est l'un des plus grands régulateurs du climat terrestre. Chaque organisme, aussi minuscule soit-il, participe à cette danse. Le carbone circule entre tous les êtres, et lorsque nous mourons, nous le rendons au sol, complétant ainsi le cycle. Cependant, cet équilibre est fragile. L'histoire géologique montre que de petites altérations de ce cycle peuvent provoquer des conséquences catastrophiques. Lorsque le volcanisme des trappes de Sibérie inonda l'atmosphère de dioxyde de carbone, la planète entra en effondrement thermique. Lorsque l'altération devint excessive, la Terre plongea dans des ères glaciaires. Aujourd'hui, pour la première fois, une espèce consciente interfère dans ce système. En quelques siècles, nous avons brûlé le carbone qui avait mis des millions d'années à être piégé sous forme de charbon, de pétrole et de gaz. Nous libérons le feu du passé à une vitesse sans précédent, et la planète commence à répondre. Pourtant, le cycle du carbone révèle la sagesse de la Terre. Il nous rappelle que tout ce que nous respirons fut jadis pierre, et que tout ce qui est solide redeviendra un jour air. Nous faisons partie de ce flux, et nos vies mêmes ne sont que des expressions temporaires de ce mouvement. Chaque respiration est un prêt que la planète nous accorde. Le même air qui a déjà traversé les océans, les montagnes, les forêts et les volcans. La Terre ne garde rien pour elle. Elle recycle tout, sans hâte, sans fin. Les océans sont les cicatrices vivantes de la planète. Ils naissent, grandissent et disparaissent comme des plaies qui s'ouvrent et se referment lentement au fil de millions d'années. À première vue, ils semblent éternels, mais à l'échelle de la Terre, aucune mer ne dure pour toujours. Ce que nous appelons aujourd'hui Atlantique, Pacifique ou Océan Indien n'est qu'une phase transitoire dans un cycle géologique qui ne s'arrête jamais. La croûte océanique est continuellement créée dans les profondeurs et dévorée aux marges. L'océan est à la fois naissance et mort. Tout commence aux dorsales océaniques, d'immenses chaînes de montagnes submergées qui serpentent sur le plancher océanique comme des coutures lumineuses. Là, le manteau chaud s'élève, le magma s'épanche et se solidifie en une nouvelle croûte. C'est le point de création, l'endroit où la Terre refait sa peau. L'eau de mer s'infiltre dans la roche fraîchement formée et réagit avec ses minéraux, s'enrichissant en fer, en soufre et en silice. Ensuite, des panaches d'eau surchauffée remontent par des cheminées hydrothermales, abritant des colonies de vie qui ne dépendent pas du soleil. C'est dans ces lieux que la planète fabrique encore du sol neuf, et peut-être là que la vie elle-même a commencé. À mesure que la croûte nouvellement née s'éloigne de la dorsale, elle se refroidit, devient plus dense et commence lentement à s'affaisser. Des millions d'années plus tard, ailleurs sur la planète, cette même croûte sera engloutie vers l'intérieur lors de la subduction. Là, une plaque plonge sous une autre, et la roche océanique fond progressivement, libérant des gaz et des minéraux. Une partie de cette matière remonte à la surface sous forme de volcan, et le cycle recommence. À chaque génération de croûte qui naît, une ancienne est détruite. C'est ainsi que la planète maintient son équilibre, en créant et en effaçant simultanément. Ce mouvement continu remodèle aussi la carte du monde. Les océans s'ouvrent et se referment selon un rythme lent et inévitable. L'Atlantique, par exemple, s'élargit depuis que les Amériques se sont séparées de l'Afrique il y a environ 180 millions d'années. Le Pacifique, le plus vaste de tous, est en train de rétrécir. Ces marges sont bordées d'une chaîne de volcans et de séismes, appelée la ceinture de feu, où la croûte est continuellement repoussée vers le manteau. Un jour, il disparaîtra complètement, et les continents se réuniront à nouveau en un supercontinent. La Terre l'a déjà fait d'innombrables fois, et elle continuera. Lorsqu'un océan naît, il modifie tout le climat de la planète. De nouvelles courants marins redistribuent chaleur, humidité et nutriments, créant des écosystèmes et façonnant la météo. Lorsqu'un océan meurt, cet équilibre se défait. La destruction d'anciennes mers et l'émergence de nouvelles modifient les vents, les températures et les flux biologiques. La planète est un être dynamique, et ces océans sont le sang qui circule dans ses veines ouvertes. Les archives géologiques révèlent des océans qui ont existé puis disparu complètement. L'océan Iapetus, ancêtre de l'Atlantique, s'est refermé il y a plus de 400 millions d'années,
lorsque les continents sont entrés en collision pour former la Laurussie. La Panthalassa, l'océan géant qui entourait le supercontinent Pangée, a disparu il y a environ 200 millions d'années, donnant naissance aux mers actuelles. Chaque océan qui meurt laisse derrière lui des montagnes, des plateaux et des fossiles de coraux, souvenirs silencieux d'un monde qui n'existe plus. Le plancher océanique est la plus ancienne archive de l'histoire de la Terre, mais aussi la plus éphémère. Aucune roche océanique n'a plus de 200 millions d'années, car toutes les plus anciennes ont déjà été recyclées. À l'inverse, il existe des roches continentales vieilles de plus de 4 milliards d'années. Cela signifie que, tandis que les continents gardent la mémoire, les océans vivent dans le présent. Ils sont le présent de la Terre, éphémère, mobile, renouvelable. Ce renouvellement constant empêche la planète de sombrer dans un effondrement thermique. En créant et détruisant de la croûte, la Terre régule la libération de chaleur et recycle les éléments chimiques essentiels à la vie. Les réactions qui se produisent dans les dorsales et les zones de subduction contrôlent la composition de l'atmosphère, la salinité des mers et même la stabilité du climat. Le mouvement des eaux profondes, guidé par ce moteur, redistribue nutriments et énergie. Rien n'est statique, pas même la mer qui semble calme. Quand nous regardons l'océan, nous ne voyons que la surface, mais sous elle se trouve une machine qui ne s'arrête jamais. L'océan est la frontière vivante entre l'intérieur et l'extérieur du globe. Il est le miroir où le feu et la glace se rencontrent. Chaque vague qui atteint la plage est un rappel que la Terre respire encore, que son cœur bat toujours sous la croûte, et que rien, pas même l'océan, n'est éternel. Les montagnes sont les monuments de la Terre, symboles de grandeur, de permanence et de force, mais à l'échelle géologique, même elles sont éphémères. Chaque sommet, chaque chaîne, chaque vallée n'est qu'une étape d'un cycle lent et inévitable de construction et de ruine. Les montagnes naissent de la collision des continents, grandissent comme des plaies qui s'élèvent du sol, résistent pendant quelques millions d'années, puis commencent à mourir, usées par la pluie, le vent et le temps. Tout ce qui s'élève dans la géologie est destiné à devenir poussière. La naissance d'une montagne commence dans les profondeurs. Lorsque deux plaques tectoniques entrent en collision, aucune ne veut céder. La roche, comprimée par des forces inimaginables, se plie, se fracture et s'empile, formant des murailles de pierre qui traversent les continents. C'est la planète qui se presse contre elle-même, redistribuant énergie et matière à une échelle dépassant toute perception humaine. L'impact est si lent qu'au cours d'une vie entière, une montagne peut croître de quelques centimètres seulement. Mais au fil des siècles, ce mouvement accumulé fait surgir des chaînes qui touchent le ciel. L'Himalaya, par exemple, est né de la rencontre entre l'Inde et l'Eurasie. Une collision commencée il y a environ 50 millions d'années et qui continue encore aujourd'hui. Les montagnes de cette région s'élèvent à un rythme d'environ 5 mm par an, imperceptible pour nous, mais monumental pour la Terre. Chaque tremblement de terre au Népal ou au Tibet rappelle que la planète façonne encore son propre visage. Il en fut de même pour les Andes, les Alpes et les montagnes rocheuses. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'un instantané dans le temps, mais la même énergie qui crée détruit aussi. Dès qu'une montagne naît, le temps commence à la ronger. La gravité tire, la pluie dissout, le vent sculpte, la glace fissure. Des fragments se détachent, deviennent sable et boue, descendent par les rivières et se déposent sur des plaines lointaines. Ce qui fut autrefois le toit du monde se transforme en un minuscule grain de sédiments. Au fil des ères, ces sédiments deviennent de nouvelles roches, et lorsque la planète se heurtera à nouveau, ils donneront naissance à d'autres montagnes. C'est un cycle parfait, naître, mourir et renaître ailleurs. L'érosion est la sculptrice silencieuse de la Terre. Elle ne fait pas que détruire, elle dessine. Les formes sinueuses des vallées, les crêtes acérées, les pentes douces des collines sont l'œuvre de ce travail patient. Les forces destructrices façonnent la beauté que nous contemplons. Chaque montagne porte l'équilibre entre la violence interne qui l'élève et la délicatesse externe qui la consume. Au bout du compte, tout ce qui est solide devient poussière, et toute poussière redeviendra solide. L'histoire des montagnes est aussi celle des continents. Les chaînes anciennes, depuis longtemps érodées, révèlent les vestiges de collisions oubliées. La Serra do Espinhaço, le bouclier canadien, le massif du Groenland, tous sont les fantômes de montagnes jadis gigantesques. Aujourd'hui, il ne reste que leur base, adoucie par le temps. Ce sont les eaux nues de la terre,
témoins silencieux d'un passé de force et de destruction. Les montagnes influencent aussi le climat et la vie. Elles forcent l'air humide à s'élever, le refroidissant et provoquant des pluies, tandis que de l'autre côté, elles créent des déserts. Elles sont des barrières qui façonnent les écosystèmes, dévient les vents et séparent les espèces. Sans elles, la biosphère serait uniforme et monotone. Chaque chaîne est un laboratoire naturel d'adaptation. Plus elles s'élèvent et s'érodent, plus la vie doit changer avec elles. Cependant, aussi imposantes qu'elles paraissent, les montagnes ont une fin. Les plus grandes chaînes d'aujourd'hui deviendront des plaines dans le futur, et de nouveaux sommets surgiront dans des lieux qui sont aujourd'hui des océans. Lorsque l'Afrique entrera en collision avec l'Europe, les mers se refermeront et une nouvelle chaîne de montagnes naîtra entre elles. C'est la planète répétant son art, se redessinant à des intervalles que l'esprit humain ne peut concevoir. La poussière portée par le vent, le grain de sable qui roule dans la rivière, le sédiment accumulé au fond de la mer, tout cela fut autrefois partie des montagnes. Et un jour, cela le redeviendra. La planète recycle même ce qui semble indestructible. La pierre n'est qu'une forme temporaire du temps. Les montagnes nous enseignent que rien n'est permanent, pas même ce qui semble toucher le ciel. La vie sur Terre n'a jamais évolué dans la paix. Son plus grand maître a toujours été le chaos. Chaque catastrophe planétaire, chaque changement brutal du climat, chaque effondrement environnemental a servi de déclencheur à la réinvention biologique. Quand la planète se détruit, la vie se reconstruit. Quand les conditions changent, les organismes changent avec elles. L'histoire évolutive n'est pas une ligne droite de progrès, mais une succession de chutes et de renaissances. C'est la réponse même de la planète à ces crises. L'extinction massive n'est pas seulement la fin des espèces, mais le point de départ d'autres formes de vie. Après chaque catastrophe, le monde s'ouvre de nouveau aux survivants. Quand la majorité des espèces disparaît, il reste de l'espace, de la nourriture et des opportunités. Des lignées autrefois petites et insignifiantes prennent la place des anciennes dominantes. Ainsi, la vie se réinvente. À chaque destruction, elle se réorganise. Après la grande fin du Permien, par exemple, les reptiles qui avaient survécu dans l'ombre des marécages commencèrent à se répandre. Et en quelques millions d'années, la planète serait dominée par les dinosaures. La catastrophe qui anéantit presque tout fut le même événement qui permit le règne des géants. La même histoire se répéta après l'impact de l'astéroïde de Chicxulub. Le monde des dinosaures toucha à sa fin, et les mammifères, petits, nocturnes et discrets, trouvèrent une planète vide, prête à être conquise. Ils évoluèrent dans une explosion de formes. Certains retournèrent à l'eau, d'autres prirent leur envol, d'autres développèrent l'intelligence. Nous sommes les descendants directs de cette expansion née du chaos. Nous existons parce que le monde s'est effondré avant nous. La destruction, paradoxalement, est le moteur de la création. À chaque ère, la Terre a redéfini la vie selon ses propres règles. Lorsque les volcans obscurcirent le ciel, seuls les êtres capables de supporter le froid et la faim survécurent. Lorsque la glace recouvrit la planète, la survie exigea une adaptation à des environnements extrêmes. Lorsque les océans bouillirent, seuls les organismes tolérant l'acidité et la chaleur résistèrent. La planète, dans sa brutalité, fut le plus grand ingénieur de l'évolution qui ait jamais existé. Il n'y a pas de sagesse dans le chaos, mais il y a une méthode. Il sélectionne les plus flexibles, ceux qui savent transformer le désespoir en changement. L'évolution est le langage par lequel la vie répond à la Terre. Quand la planète parle de destruction, la vie répond par la réinvention. Chaque mutation génétique, chaque variation aléatoire offrant un avantage, est comme un mot nouveau qui surgit dans un dialogue silencieux entre le vivant et son environnement. Les espèces ne planifient pas, n'anticipent pas, mais réagissent. Et, en réagissant, elles créent de nouveaux chemins. Ainsi, la planète façonne la vie, et la vie, à son tour, transforme la planète, modifiant l'atmosphère, les sols, les océans et même le climat. Le dialogue est continu, sans fin. Il y a une beauté tragique dans cet équilibre. La Terre tue et la vie remercie. La planète détruit et la biologie répond par l'innovation. C'est le chaos qui a appris aux ailes à voler, aux yeux à voir et au cerveau à penser. Chaque crise mondiale a sculpté une nouvelle forme d'existence. Lorsque l'oxygène commença à empoisonner les mers primitives, la vie inventa le métabolisme qui l'utiliserait comme carburant. Lorsque les forêts disparurent, les animaux apprirent à marcher sur la terre aride.
L'adversité est le moule de l'évolution. Aujourd'hui encore, ce mécanisme continue. L'humanité, en modifiant le climat et en éliminant des espèces, prépare le terrain pour de futures formes de vie. La planète ne disparaîtra pas avec nous. Elle créera simplement quelque chose de nouveau lorsque nous ne serons plus là. La vie trouve toujours un chemin, même si elle doit recommencer à zéro. Chaque extinction ouvre un nouvel espace sur l'échiquier de l'existence. C'est la méthode de la Terre. Détruire pour recréer, effacer pour écrire de nouveau. L'évolution ne cherche pas la perfection, seulement la survie. Et la survie, sur Terre, exige une adaptation à l'imprévisible. Ce que nous appelons équilibre n'est qu'une brève pause entre deux catastrophes. La vie prospère dans ces intervalles, profitant du temps que la planète lui accorde avant le prochain bouleversement. Ainsi avance l'histoire naturelle, comme une succession de chutes et de renaissances, où la fin n'est jamais vraiment la fin, seulement le commencement d'une autre manière d'exister. Le cœur de la Terre bat encore, mais il n'est pas éternel. Le feu interne qui déplace les plaques, crée les volcans et maintient le champ magnétique actif a lui aussi une fin. Comme un corps vivant, la planète perd sa chaleur au fil du temps. Lentement, elle se refroidit et à mesure que cette énergie se dissipe, la force qui anime son renouvellement s'affaiblit. Un jour, le moteur géologique qui maintient le monde en mouvement s'arrêtera. La Terre cessera alors d'être une planète vivante pour devenir une sphère silencieuse, froide et immobile, comme tant d'autres déjà en orbite autour du Soleil. Depuis sa formation, il y a plus de 4 milliards d'années, la planète se refroidit. Au commencement, elle était un océan de magma bouillonnant, un enfer incandescent qui forma une croûte fine et instable. La chaleur provenait des collisions qu'il avait créées, de la compression gravitationnelle et de l'énergie libérée par la désintégration des éléments radioactifs en son sein. Au fil des ères, la chaleur s'est échappée dans l'espace et l'intérieur s'est stabilisé. Aujourd'hui encore, le noyau atteint des températures supérieures à 6000 degrés Celsius, mais ce feu s'éteint lentement. Les scientifiques estiment que, chaque milliard d'années, la planète perd environ 100 degrés de chaleur interne moyenne. Cela peut sembler peu, mais à l'échelle géologique, c'est suffisant pour transformer tout le fonctionnement du système. Lorsque l'intérieur devient trop froid, le manteau cesse de couler avec la même intensité. Les plaques tectoniques ralentissent et le volcanisme s'affaiblit. Sans mouvement des plaques, le cycle du carbone s'interrompt et la Terre perd sa capacité à réguler le climat. La surface pourrait devenir un paysage figé, des montagnes fossilisées et des mers immobiles. La fin du tectonisme marquerait le début d'un nouveau type de mort. Sans volcan, il n'y aurait plus de libération de gaz vitaux. L'atmosphère s'amincirait et le climat s'effondrerait. Le champ magnétique, dépendant de la circulation du noyau liquide, commencerait à s'affaiblir. Sans lui, les radiations solaires et cosmiques frapperaient directement la surface, détruisant la couche d'ozone et évaporant les restes des océans. La Terre, si longtemps dynamique, deviendrait un désert minéral semblable à la Lune ou à Mars. Des mondes autrefois chauds et actifs, mais dont le cœur s'est éteint depuis longtemps. Le processus a déjà commencé. Le noyau de la Terre se solidifie lentement, et le champ magnétique montre des signes d'affaiblissement et de variation. C'est un phénomène naturel et inévitable. Dans quelques milliards d'années, la planète ne produira plus assez de chaleur pour entretenir son activité interne. Le feu qui a façonné les continents et nourrit le cycle de la vie finira par s'éteindre. Et quand cela arrivera, la planète entrera dans un repos, non pas celui de la destruction, mais celui de l'épuisement. Pourtant, la fin du feu interne ne sera pas la fin immédiate de la vie. Avant que l'intérieur ne se refroidisse complètement, le Soleil changera en premier. En vieillissant, il deviendra plus brillant et plus chaud, évaporant les océans et brûlant la surface. La chaleur externe remplacera la chaleur interne, mais d'une manière implacable. Le cycle de la Terre se terminera entouré de feu, tout comme il avait commencé. L'idée qu'un jour la planète devienne géologiquement morte est troublante, mais inévitable. Rien dans l'univers n'est éternel, pas même le cœur de la Terre. Ce que nous appelons aujourd'hui montagne, océan ou continent disparaîtra, remplacé par une croûte froide et immuable. La beauté du monde réside justement dans ce mouvement temporaire, dans le fait que, pendant un bref instant cosmique, la planète ait pu vivre, respirer et créer la vie. Nous existons à l'intérieur de cette fenêtre de chaleur, nourrie par l'énergie qui vient du cœur du monde. Lorsqu'elle s'éteindra, la Terre continuera de tourner, mais dans le silence. Un corps
parmi tant d'autres, souvenir d'un monde qui un jour brûla, respira et rêva. La carte de la Terre telle que nous la connaissons aujourd'hui n'est qu'une phase. Les lignes qui séparent les océans et les continents ne sont pas définitives. Elles bougent, se plient et disparaissent avec le temps. Dans des centaines de millions d'années, la planète sera méconnaissable. Les Amériques, l'Afrique, l'Eurasie, l'Océanie et l'Antarctique n'existeront plus telles que nous les connaissons. La surface du monde se réunira en une immense masse continentale, le prochain supercontinent. Tout comme la Pangée autrefois, cette future union des terres transformera le climat, les océans et le destin de la vie. Les géologues appellent ce processus le supercycle, le cycle par lequel les continents se rapprochent, s'unissent, puis se séparent à nouveau à des intervalles de plus de 300 millions d'années. Aujourd'hui, nous sommes au milieu de l'un de ces cycles. L'Atlantique s'élargit, tandis que le Pacifique rétrécit lentement. Les plaques tectoniques poursuivent leur mouvement silencieux, guidés par la chaleur interne de la planète. Lorsque le Pacifique disparaîtra enfin, les Amériques entreront en collision avec l'Asie, formant une chaîne de montagnes si vaste qu'elle traversera le globe. Ce sera la naissance du nouveau supercontinent, que certains scientifiques appellent Amasia, pour la fusion de l'Amérique et de l'Asie en une seule terre. D'autres modèles suggèrent un destin différent. Peut-être sera-ce l'Atlantique et non le Pacifique qui se refermera en premier. Dans ce scénario, l'Afrique entrera en collision avec l'Europe, puis avec les Amériques, donnant naissance à un autre continent géant appelé Pangée Proxima. Quelle que soit la voie, le résultat sera le même. Toutes les terres se réuniront à nouveau. La planète répétera ce qu'elle a toujours fait, rassembler, briser, recommencer. Les conséquences seront profondes. L'intérieur de ce nouveau supercontinent sera aride et hostile, car les masses d'air humide ne pourront pas pénétrer si loin à l'intérieur. La chaleur s'accumulera et d'immenses déserts s'étendront en son centre. Sur les bords, les collisions tectoniques engendreront des volcans et des tremblements de terre d'une ampleur colossale. Des océans entiers disparaîtront, tandis que d'autres naîtront dans les fissures ouvertes par le mouvement des plaques. Le climat mondial changera complètement. Les courants marins et les vents traceront de nouvelles routes. La Terre se réorganisera encore une fois. La vie changera elle aussi. Les espèces qui existeront alors, qu'elles soient nos descendantes ou entièrement nouvelles, devront s'adapter à une planète différente. L'isolement continental créera de nouveaux schémas évolutifs, comme ce fut le cas lorsque la Pangée s'est fragmentée. De nouvelles formes de vie apparaîtront dans les régions côtières fertiles, tandis que d'autres disparaîtront dans les intérieurs inhospitaliers. La biodiversité se réorganisera et la planète entrera dans un autre cycle de destruction et de renaissance. Le futur supercontinent sera un rappel de la nature cyclique de la planète. Lorsqu'il commencera à se fragmenter à nouveau, de nouveaux océans s'ouvriront et l'histoire se poursuivra. Chaque fermeture et ouverture des mers redessine la vie. Chaque collision crée des montagnes et efface des écosystèmes. La planète vit dans un flux ininterrompu de transformation, où rien n'est définitif, seulement transitoire. Les simulations modernes, basées sur le mouvement des plaques et la rotation de la Terre, montrent que ce processus est inévitable. Mais ce qui frappe le plus, ce n'est pas la destination, c'est la régularité. La planète semble suivre son propre rythme, comme une respiration profonde, qui dure des centaines de millions d'années. Ce qui est aujourd'hui Atlantique deviendra un plateau. Ce qui est montagne deviendra fond marin. À chaque cycle, la Terre efface les traces de la précédente, ne laissant que des fragments dans les roches, une mémoire qui refuse de disparaître. Lorsque le nouveau supercontinent sera complet, la planète paraîtra totalement différente. Les jours seront plus longs, car la rotation continuera de ralentir. Les marées seront plus faibles. Le climat sera extrême, avec des étés brûlants et des hivers rigoureux. Le soleil, plus brillant et plus chaud, rendra l'environnement toujours plus aride. Pendant ce temps, l'intérieur de la Terre, déjà plus froid, déplacera ses plaques avec une lenteur croissante. Le cycle se répétera, mais avec un rythme plus doux, comme les derniers battements d'un cœur fatigué. Pourtant, la beauté de ce futur lointain réside dans le fait qu'il confirme la constance du changement. La Terre n'a jamais été statique. Elle est mémoire et mouvement. Chaque ère n'est qu'un souffle dans sa longue histoire. Et lorsque Amasia, Pangée, Proxima ou tout autre nom possible finira par se former, la planète montrera une fois de plus que la destruction n'est qu'une autre manière de créer.
La Terre a toujours vécu entre les extrêmes, mais il existe une limite au-delà de laquelle aucun équilibre n'est possible. Un jour, la planète cessera d'être bleue. Les océans qui couvrent plus des 2/3 de sa surface disparaîtront, goutte après goutte, sous une chaleur que plus rien ne pourra contenir. Ce sera la fin du cycle de l'eau, et, avec lui, la fin de presque toute forme de vie. Ce destin ne viendra pas de l'intérieur, mais de l'extérieur, du Soleil lui-même, dont la lumière, au fil des âges, devient de plus en plus intense. C'est une sentence lente et silencieuse, écrite au cœur de l'étoile qui nous réchauffe. Le Soleil, comme toutes les étoiles, change avec le temps. En consommant son combustible, il devient plus chaud et plus lumineux. Dans environ 1 milliard d'années, ce changement suffira à bouleverser complètement l'équilibre thermique de la Terre. Les températures moyennes mondiales atteindront des niveaux mortels et le cycle hydrologique commencera à se rompre. La chaleur intense fera que l'évaporation dépassera la condensation. Les nuages se dissiperont et la pluie cessera de tomber. La planète, jadis couverte de mer et d'orages, commencera à se dessécher. L'humidité de l'air augmentera et la vapeur d'eau, le plus puissant des gaz à effet de serre, amplifiera le réchauffement. Ce sera un cycle sans retour. Plus de chaleur entraîne plus d'évaporation et plus d'évaporation entraîne plus de chaleur. Les océans commenceront à bouillir lentement, libérant des nuages de vapeur qui s'élèveront dans la stratosphère où ils seront détruits par les rayonnements ultraviolets. Les molécules d'eau se briseront en hydrogène et en oxygène, et l'hydrogène, trop léger, s'échappera dans l'espace. La Terre commencera à perdre son eau pour toujours. À mesure que les mers reculeront, le climat s'effondrera totalement. Les régions tropicales deviendront des déserts incandescents, et les pôles disparaîtront. L'air deviendra épais et étouffant, saturé de vapeur et de gaz. Les montagnes s'useront sous des pluies acides, et le sol se transformera en poussière stérile. La planète qui abritait autrefois des océans profonds et des forêts verdoyantes deviendra un monde chaud, sec et métallique, avec des températures si élevées que le plomb pourrait fondre à sa surface. Sans océan, le cycle du carbone cessera lui aussi. Le dioxyde de carbone ne sera plus absorbé par la pluie ni par les roches s'accumulant dans l'atmosphère. La Terre deviendra le miroir de Vénus, un enfer couvert de nuages épais et étouffants où la chaleur prisonnière ne pourra plus s'échapper. L'air deviendra lourd, la pression augmentera, et il ne restera ni vent, ni pluie, ni trace de verre. Le bleu de la planète se changera en un voile orange et opaque. Avec le temps, les dernières eaux se concentreront près des pôles avant de disparaître complètement. Les derniers océans seront de faibles lacs bouillants sous un soleil blanc et aveuglant. Les formes de vie, depuis longtemps réduites à des micro-organismes souterrains, seront les ultimes témoins de la fin de la biosphère. Et lorsque la dernière trace d'eau s'évaporera, la Terre cessera d'être une planète vivante. Ce scénario, bien que lointain, est inévitable. Il fait partie de la nature des étoiles et des mondes qui les entourent. En vieillissant, le Soleil augmentera sa luminosité jusqu'à transformer les planètes internes en déserts brûlants. Un jour, il grossira tellement qu'il engloutira Mercure et peut-être Vénus, et sa lumière brûlera la Terre, jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre qu'une sphère de roches sèches. Il n'y aura pas de catastrophe soudaine, seulement un processus lent, inévitable et absolu, le même type de processus que la planète a toujours utilisé pour se transformer. Pourtant, il y a quelque chose de poétique dans cette fin. Le cycle qui commença par le feu se terminera par le feu. L'eau qui donna naissance à la vie retournera au cosmos sous forme de vapeur et d'hydrogène, se dispersant parmi les étoiles. Les éléments qui formèrent autrefois les océans, les nuages et les organismes reviendront dans l'espace, prêts à créer de nouveaux mondes. La mort de la Terre ne sera qu'une étape de plus dans la chaîne infinie des renaissances de l'univers. Le jour où les océans s'évaporeront ne marquera pas la fin de l'histoire, seulement une autre transition. La planète qui s'est toujours détruite et recréée cessera d'exister, mais sa matière continuera à voyager, se mêlant à d'autres étoiles et planètes. Le cycle cosmique est plus vaste que celui de la Terre, et, d'une certaine manière, la planète ne cessera jamais de recommencer. Elle ne fera que changer de forme comme elle l'a toujours fait. Un jour viendra où la planète ne respirera plus. Aucun vent, aucun son, aucun mouvement. Ce sera le moment où la dernière trace de chaleur s'échappera de l'intérieur de la Terre et où le Soleil, devenu une étoile vieillissante, éclairera un monde sans vie. Le bleu des mers aura disparu. Le vert des forêts ne sera plus qu'un souvenir pétrifié
et la croûte autrefois vivante sera froide et fissurée. La planète, jadis pleine de mouvement, deviendra un corps immobile, en orbite dans le vide. Ce sera le silence final de la Terre. Bien avant cet instant, le Soleil aura complètement changé. Il deviendra une géante rouge, s'étendant jusqu'à atteindre l'orbite de Vénus et peut-être engloutir la Terre. Même si la planète survit physiquement, la chaleur sera insupportable. L'atmosphère s'évaporera, les minéraux fondront, et tout ce qui fut autrefois sol et roche deviendra métal liquide. Le champ magnétique, privé d'énergie provenant du noyau, aura déjà disparu. Sans cette protection, le rayonnement cosmique traversera la planète comme des lames invisibles, effaçant toute trace biologique encore existante. Au cours de ce processus, la croûte se vaporisera lentement, et les éléments qui composent la planète, fer, silicium, carbone, oxygène, seront projetés dans l'espace. La Terre se dissoudra en poussière, la même poussière qui autrefois donna naissance aux étoiles. C'est une forme de retour. La planète ne mourra pas. Elle redeviendra simplement ce qu'elle était, une matière dispersée dans le cosmos, prête à former de nouveaux mondes. Mais avant cette fin totale, il y aura une longue période de silence. Même après la disparition des océans et des forêts, la planète abritera encore une résistance presque invisible. Des micro-organismes enfouis profondément dans les roches, peut-être près de la chaleur résiduelle du manteau, survivront pendant des millions d'années après l'effondrement de la surface. Ils seront les derniers habitants de la Terre, témoins aveugles d'un monde sans ciel, sans mer et sans avenir. Lorsque la chaleur interne s'éteindra définitivement, même eux disparaîtront. La planète deviendra alors absolument silencieuse. Le silence sera total. Aucun tonnerre, aucune vague, aucun séisme. Les montagnes, fixes et éternellement immuables, seront des monuments sans mémoire. L'atmosphère raréfiée laissera l'espace pénétrer. La lumière du soleil affaiblie se reflètera sur une croûte métallique et décolorée. Tout ce que la Terre fut, océan, forêt, désert, foyer, ne subsistera que dans la poussière du temps. L'extinction finale de la Terre ne sera pas une tragédie, mais la conclusion naturelle d'un cycle. Comme une flamme qui s'éteint après avoir éclairé, la planète aura accompli sa mission. Pendant des milliards d'années, elle fut le berceau des océans, des continents et de la vie. Elle fut le théâtre de destruction et de renaissance. Elle fut la demeure d'êtres qui levèrent les yeux vers le ciel pour comprendre leur propre origine. La Terre ne sera pas rappelée, mais son héritage vivra dans chaque fragment de matière, rejoignant à nouveau l'univers. Lorsque le Soleil, devenu une naine blanche, se refroidira lentement et que le système solaire plongera dans l'obscurité, l'histoire de notre planète sera achevée. Ce qu'il restera de la Terre flottera en silence, peut-être en orbite autour du cadavre lumineux de l'étoile qui l'avait autrefois réchauffé. Aucun son ne résonnera, mais l'univers continuera. D'autres étoiles naîtront, d'autres planètes se formeront, et peut-être quelque part au loin, un autre monde comme le nôtre recommencera le cycle. La Terre a toujours été la planète du recommencement. Depuis le magma originel jusqu'aux glaciations, depuis les extinctions jusqu'aux renaissances, elle s'est toujours détruite pour se recréer. Mais lorsque ce cycle prendra fin, une leçon subsistera. La vie, le mouvement et la transformation ne sont que des chapitres brefs dans l'éternité du cosmos. La planète se taira, mais l'univers continuera à raconter son histoire, sous d'autres formes, en d'autres lieux. La Terre existait depuis des milliards d'années avant nous. Elle a vu naître et disparaître des océans, se heurter des continents, surgir et mourir des espèces. Et durant tout ce temps, elle n'a jamais eu besoin de notre présence pour continuer. Mais aujourd'hui, pour la première fois, il existe une forme de vie capable de comprendre la planète elle-même, et en même temps de la transformer. Nous, des êtres conscients mais inconséquents, fragiles face au temps et puissants face à l'environnement. La question qui demeure est inévitable. Faisons-nous naturellement partie du cycle de la Terre ou en sommes-nous l'interruption? Pendant la plus grande partie de son histoire, les forces qui changeaient la planète étaient géologiques. Le feu, la glace, les impacts et le temps. Aujourd'hui, c'est nous. En seulement quelques siècles, nous avons modifié le climat, changé la composition chimique de l'atmosphère et redessiné des paysages entiers. Nous avons abattu des forêts, barré des fleuves, fait disparaître des espèces et répandu métaux et plastiques dans tous les écosystèmes. Ce qui autrefois prenait des millions d'années se produit désormais en quelques décennies. Nous avons créé un nouveau type d'événement géologique, un cataclysme conscient.
provoquée par une espèce qui sait ce qu'elle fait, mais continue malgré tout. Certains scientifiques appellent cette nouvelle ère, l'Anthropocène, le temps de l'humanité en tant que force planétaire. Un moment où nous avons cessé d'être simplement une partie de l'environnement pour devenir des agents de transformation comparables aux volcans ou aux glaciations. C'est un titre à la fois effrayant et symbolique. Pour la première fois, une espèce vivante est devenue le moteur principal des changements planétaires. Mais à la différence des forces naturelles, notre impact est chaotique et rapide. Et la planète, qui avait toujours le temps de se régénérer, se retrouve désormais sans répit pour respirer. Le réchauffement climatique n'est qu'une des manifestations de ce déséquilibre. L'excès de dioxyde de carbone que nous avons libéré en un peu plus d'un siècle modifie le climat de manière semblable aux grandes éruptions du passé, mais à une vitesse des dizaines de fois supérieure. Les calottes polaires fondent, les océans se réchauffent, les courants se déplacent. Nous recréons d'une certaine façon les conditions des anciennes extinctions, mais en ayant pleinement conscience de ce qui se passe. La planète ne se rebelle pas. Elle répond comme elle l'a toujours fait par la chaleur, les tempêtes et le déséquilibre. Pourtant, il existe un paradoxe profond dans tout cela. La Terre nous a créés, et maintenant, à travers nous, elle se transforme. Peut-être ne sommes-nous pas une erreur, mais son plus récent mécanisme de renouvellement. Nous sommes le résultat direct de l'évolution, une conséquence naturelle de milliards d'années d'adaptation et de sélection. L'intelligence humaine est donc la Terre qui pense à elle-même. Et si cela est vrai, alors nous ne sommes pas une interruption, mais une nouvelle phase du même cycle, la phase consciente. Mais la conscience apporte la responsabilité. Contrairement aux forces aveugles de la nature, nous pouvons choisir. Nous pouvons accélérer la destruction ou tenter de la compenser. Nous pouvons nous aligner sur le rythme naturel de la planète ou lutter contre lui jusqu'à l'effondrement. Nous sommes la première espèce capable de décider si le cycle continuera avec nous ou sans nous. Et, paradoxalement, cette liberté est aussi notre faiblesse. Peut-être ne sommes-nous qu'une brève anomalie, un éclat d'autoconscience bientôt effacé par la planète qui nous a engendrés. Ou peut-être sommes-nous le commencement d'une nouvelle forme de continuité, une où la vie, par l'intelligence, apprend à préserver l'équilibre qui l'a fait naître. Dans les deux cas, la Terre continuera. Avec ou sans les humains, le cycle poursuivra sa course, comme il l'a toujours fait. Quand la dernière trace de notre civilisation disparaîtra, la planète se reconstruira. Les ruines seront recouvertes de poussière, les métaux s'oxyderont et le temps effacera nos empreintes. Et un jour, peut-être, une autre forme de vie émergera, faite de silicium, de carbone ou d'une substance encore inconnue. Elle observera le monde qui l'entoure et, comme nous, se demandera « D'où venons-nous » sans savoir que la réponse a été écrite il y a des milliards d'années. La Terre recommence toujours. Nous ne sommes qu'un de ces nombreux recommencements. Et si nous disparaissons, ce ne sera qu'une page de plus tournée dans l'infini livre de la géologie. La différence, c'est que, pour la première fois, une page sait qu'elle est en train d'être écrite. La Terre a une mémoire, pas une mémoire vivante faite de mots ou de souvenirs, mais une mémoire minérale, silencieuse et profonde. Chaque couche de roche est une page écrite avec la pression, la chaleur et le temps. Chaque fossile est une phrase survivante d'une langue que la planète parle avec lenteur. Même après avoir effacé presque tout, la Terre conserve des traces, des fragments de mondes anciens enfouis sous la croûte. La planète oublie presque tout ce qu'elle crée, mais jamais complètement. Elle enregistre, en silence, le passage de ce qui a existé. Lorsque nous regardons une montagne entaillée par une rivière ou les falaises qui révèlent des couches colorées de roches, nous voyons en réalité l'histoire de la planète ouverte devant nous. Chaque couleur, chaque texture, chaque pli raconte une part de la vie passée. Le charbon, par exemple, est la trace de forêts tropicales qui existaient il y a des centaines de millions d'années. Le calcaire renferme des coquilles et des squelettes d'organismes marins provenant de mers disparues. Même le pétrole est une forme de mémoire, le résultat de la décomposition d'êtres ayant vécu dans des océans primitifs et dont les molécules alimentent aujourd'hui notre civilisation. La Terre nous parle sans cesse, mais peu savent encore l'écouter. Les fossiles sont ses mots les plus clairs. Nés de la coïncidence entre la mort et la préservation, ils capturent l'instant où quelque chose de vivant devient partie du minéral. Un organisme meurt, est recouvert de sédiments, et peu à peu ces parties sont remplacées par des minéraux, transformant ce qui était chair en pierre. C'est un processus lent, presque poétique,
où le temps efface l'éphémère et éternise le détail. Le contour d'une feuille, l'os d'un animal, l'empreinte d'une créature ayant traversé la boue, tout devient document. Mais la planète n'est pas un archiviste méticuleux. De tout ce qui a vécu sur Terre, moins d'0,1% a été fossilisé. L'immense majorité a disparu sans laisser de traces. Cela signifie que l'histoire que nous connaissons n'est qu'une ombre, un écho pâle d'une réalité infiniment plus riche. Pourtant, ces fragments suffisent pour reconstruire le passé, comprendre comment les ères se sont superposées, comment les espèces sont apparues et ont disparu, comment le climat a changé et les océans se sont déplacés. Lire la Terre, c'est déchiffrer le temps. Les roches sédimentaires sont les grands livres de cette mémoire. Elles se forment en couches, empilant les histoires les unes sur les autres. Les plus anciennes reposent dans les profondeurs, écrasées et cachées, tandis que les plus récentes sont exposées à la lumière. En certains lieux, ces couches révèlent des discontinuités, des lacunes appelées hiatus géologiques, des périodes où la Terre a effacé une partie d'elle-même. Ce sont comme des pages arrachées d'un livre, nous rappelant que la mémoire de la planète est fragmentée et imparfaite. Il existe aussi des souvenirs gravés dans des minéraux microscopiques, tels que les cristaux de zircon, qui conservent dans leur structure atomique les marques de la chaleur et du rayonnement d'il y a plusieurs milliards d'années. Certains de ces cristaux ont plus de 4 milliards d'années et sont les objets solides les plus anciens connus sur Terre. Ce sont les grains de souvenirs de l'enfance de la planète, des particules qui ont tout survécu. La mémoire fossile de la Terre n'est pas seulement un registre, c'est aussi un témoignage de transformation. Chaque couche qui préserve la vie d'hier est construite sur la mort d'hier. Chaque fossile que nous trouvons représente un moment où la planète a détruit quelque chose et, en même temps, l'a conservé. La Terre n'archive pas pour se souvenir, mais pour continuer. Elle n'a pas de nostalgie, elle a un processus. Et pourtant, il y a quelque chose d'humain dans le regard porté sur un fossile et dans le reflet que nous y voyons. Car nous faisons, nous aussi, partie de cette mémoire. Lorsque nous disparaîtrons, nos constructions, nos os, nos artefacts deviendront des traces minérales, mêlées à la roche, aux cendres et à la poussière. La planète nous enregistrera comme elle a enregistré les dinosaures, les trilobites et les premières algues. Nous ne serons qu'une ligne de plus dans la géologie. La mémoire de la Terre est froide mais juste. Elle garde l'essentiel, la preuve que tout change et que la vie, sous toutes ses formes, n'est qu'un bref éclat sur une scène de pierre. À chaque couche, la planète écrit et réécrit son histoire, sans hâte, sans émotion. Et au final, ce qui subsiste, ce n'est pas le nom, mais le témoignage qu'une chose a existé. La Terre n'a jamais connu la fin. Ce que nous appelons destruction n'est qu'un intervalle, une transition, un nouveau commencement déguisé en effondrement. Tout ce qui s'est achevé sur cette planète s'est transformé en autre chose. Chaque montagne détruite est devenue sable. Chaque forêt brûlée s'est changée en sol fertile. Chaque espèce éteinte a laissé la place à une autre pour s'épanouir. La planète ne meurt pas, elle change. Et c'est précisément cette capacité infinie à se recréer qui fait de la Terre une entité unique dans le cosmos, une machine à recommencer, où la fin n'est qu'une illusion. Depuis le tout premier instant, l'histoire du monde est faite de cycles. Le feu a formé la roche, la glace a brisé la roche, et la roche fondue est redevenue feu. La vie est apparue, s'est multipliée, a disparu et a renaît sous de nouvelles formes. L'atmosphère a changé d'innombrables fois. Elle a été toxique, glaciale, brûlante. Et pourtant, la Terre a continué. Tout ce qui a semblé définitif n'était qu'un état temporaire. La planète est comme une respiration infinie qui s'étend et se contracte dans un rythme si lent que nous, fragiles et pressés, pouvons à peine le percevoir. Peut-être est-ce pour cela que les humains craignent tant la fin. Nous vivons à des échelles brèves et notre regard ne voit que l'immédiat. Mais la planète pense à des échelles qui nous dépassent. Ce qui est tragédie pour nous n'est que mouvement pour elle. Lorsqu'une ère se termine, une autre commence. Lorsqu'une espèce disparaît, d'autres se dressent sur ses ruines. La planète ne regrette pas ce qu'elle perd, elle poursuit simplement son chemin. La vie, contrairement à ce que nous croyons, n'est pas un don permanent, mais un état qui surgit chaque fois que les conditions le permettent. La Terre ne conserve pas le passé, elle le recycle. Même les moments les plus dévastateurs, la Terre boule de neige, l'impact de l'astéroïde, la fin du Permien, n'étaient que des ajustements de l'équilibre. La destruction est le mécanisme qui maintient la planète vivante.
Si rien ne changeait, si tout restait pareil, la Terre mourrait. Le mouvement est l'essence de son existence. À chaque ère, elle se réinvente et nous ne sommes qu'une de ses versions passagères. Quand nous disparaîtrons, une autre forme viendra modelée par les cendres de ce que nous avons été. Le mythe de la fin est en réalité un mythe humain. L'univers ne connaît pas de fin, seulement des transformations. Les étoiles meurent, mais leur matière engendre de nouvelles étoiles. Les planètes s'éteignent, mais leur poussière forme de nouveaux mondes. La mort, à l'échelle cosmique, n'est qu'une redistribution de matière et d'énergie. Rien ne se termine vraiment, tout change simplement d'état. Le corps que nous avons, l'air que nous respirons, le sol sous nos pieds, tout cela fut autre chose, à un autre moment. L'éternité ne réside pas dans la permanence, mais dans le changement. La Terre nous le rappelle sans cesse. Elle se détruit et se recrée depuis des milliards d'années et continuera jusqu'à son dernier souffle thermique. Lorsque le feu intérieur s'éteindra, lorsque les océans s'évaporeront, lorsque le soleil s'étendra et consumera ce qui restera, même alors, les atomes de la planète continueront de voyager dans l'espace. Et quelque part, très loin, ils pourront s'unir à nouveau, donner naissance à un autre monde, à une autre chance, à une autre forme de vie. L'histoire ne se termine jamais, elle change simplement de décor. Comprendre cela, c'est saisir que la Terre n'est pas seulement un lieu mais un processus. Elle est l'acte continu de transformer ce qui existe en quelque chose de nouveau. Le véritable miracle de la planète n'est pas la vie, mais la capacité de créer sans cesse les conditions pour que la vie réapparaisse, même après avoir été effacée. La destruction fait partie de la création, et la fin n'est que le moment où l'ancien cède la place à ce qui n'est pas encore né. Le cycle du monde est donc le cycle de tout, de la roche à l'être, de l'être à la poussière, et de la poussière à la roche à nouveau. Rien ne se perd, tout se transforme. La Terre ne craint pas la fin, car elle ne l'a jamais connue. Et c'est peut-être là la plus profonde des leçons. Il n'y a pas de fin, seulement du changement. Et dans le silence du temps, chaque transformation est une nouvelle forme de vie, respirant dans le même univers éternel. La Terre a toujours recommencé. Depuis le premier instant de feu jusqu'au dernier souffle de silence, elle n'a jamais cessé de se transformer. Tout ce qui existe aujourd'hui, les montagnes, les mers, l'air, et même nous, est le résultat de milliards de cycles de destruction et de renaissance. Nous faisons partie d'une planète qui n'a jamais accepté l'immobilité, qui fait du chaos son équilibre et du changement sa destinée. Et lorsque nous le comprenons, nous saisissons aussi que la beauté du monde ne réside pas dans la permanence, mais dans l'impermanence. Rien ne dure éternellement, et c'est justement cela qui rend tout si précieux. Lever les yeux vers le ciel et comprendre que chaque étoile, chaque grain de poussière et chaque cellule vivante participent du même processus, c'est accepter que nous sommes faits de la Terre elle-même. Le fer de notre sang a déjà coulé dans le noyau incandescent de la planète. Le calcium de nos eaux provient d'anciens océans. L'oxygène que nous respirons est né de forêts qui n'existent plus. Nous sommes la mémoire vivante des ères passées, la continuation des mondes que la Terre a créés et détruits. Nous sommes la planète qui pense, ressent et cherche à se comprendre. Le temps d'un bref instant de conscience. La Terre ne parle pas, mais elle enseigne. Elle enseigne que toute destruction est aussi un commencement, que toute perte contient en elle la graine de la renaissance. Elle enseigne que la vie est résistance et réinvention, et que le temps n'a pas de hâte, seulement une direction. Tout ce qui semble une fin n'est en réalité qu'un passage. Et nous, en existant ici et maintenant, sommes les témoins du mouvement infini qui fait de la planète ce qu'elle est, une machine qui transforme le néant en tout. Peut-être le plus grand privilège de l'humanité est-il de pouvoir observer sa propre demeure en transformation, voir la mer se mouvoir, la montagne s'éroder, le vent changer de direction, et reconnaître un motif au milieu du chaos. La Terre n'est pas seulement l'endroit où nous vivons, elle est le processus dont nous faisons partie. Nous sommes en elle, comme les cellules d'un même organisme, respirant ensemble, vibrant au même rythme. Alors, avant de dormir, respire profondément, sans le poids de la gravité qui te relie à ce sol, le même sol qui fut jadis lave, océan et désert. Sens l'air qui a traversé des millions de souffles avant d'arriver jusqu'à toi. Prends conscience que chaque atome de ton corps a déjà appartenu à une autre forme, à un autre temps, à une autre histoire. Rien de ce que nous sommes n'est nouveau. Tout est continuité. La Terre poursuivra sa route, comme elle l'a toujours fait. Et nous, lorsque nous partirons,
continueront avec elle, dissous dans ses minéraux, ses eaux et ses cendres. L'éternité ne réside pas dans la durée, mais dans l'appartenance. Si cette vidéo t'a apporté calme, réflexion ou curiosité, soutiens cette chaîne. Laisse ton j'aime, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui aime aussi apprendre sur l'univers en se reposant. Écris dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo, d'où rêve et à la prochaine.